toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Lilian au micro pour le premier épisode d'une série consacrée spécialement à l'Eurocup. Et avant le début de la campagne européenne du Paris Basketball, on vous propose une preview pour mieux connaître cette compétition qui est nouvelle dans l'agenda du club de la capitale. Alors on va pas vous le cacher, dans l'équipe PBOA, il n'y a pas vraiment de spécialiste du basket européen. Alors pour nous aiguiller à travers le vieux continent, on a fait appel à un expert. Il connaît le basket européen sur le bout des doigts, ça je peux vous le jurer. Il a même fait un tour d'Europe des plus grands clubs du vieux continent. J'accueille à mes côtés Corentin Rodriguez de Upset Media. Salut Corentin. Salut Lilian, ouais, quelle introduction magnifique, j'en ai la chair de poule. Eh bien en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter et également nous présenter Upset Media pour lequel tu collabores? Ouais, eh bien, j'ai bossé pour basketeurope.com, comme ça m'a permis de faire un tour d'Europe du basket européen, le Basket Europe Tour, qui a été suivi d'un film que vous pouvez encore trouver sur YouTube. Et enfin, j'ai rejoint en même temps que le Basket Europe Tour une aventure qui était le podcast Ficelle. Et puis ensuite, on a décidé de créer un autre podcast, une chaîne YouTube qui s'appelle Upset Media, avec mes autres copains que je salue. C'est une belle aventure qu'on a commencé l'année dernière. On s'est concentré que sur l'Euroleague. Puis on a fait les JO, on a fait l'Euro cet été. Et cette année, on fera également la Basketball Champions League. Voilà. Et ben voilà, c'est pas tout mal et vous comprenez maintenant pourquoi on fait appel à Corentin pour ces podcasts et Corentin qui interviendra avec nous tous les mois. En effet, on a prévu pour la couverture de l'Eurocup de vous prévoir une émission mensuelle pour revenir sur les matchs du mois écoulé et faire comme ça un petit point global tous les 30 jours sur le parcours du Paris Basketball en Eurocup. Mais tout d'abord, place à la preview de la campagne d'Eurocup 2022-2023. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Ismaël Kamagaté du Paris Basketball et aujourd'hui vous écoutez Paris Basketball On Air. Alors Corentin, on va parler notamment des adversaires du Paris Basketball en analysant à la loupe plusieurs équipes qu'on a choisies ensemble. On se demandera également à quoi peut prétendre le club parisien pour sa première année dans cette compétition. Mais j'aimerais tout d'abord que tu nous expliques le mode de fonctionnement de l'Eurocup. On va commencer tout simplement par la saison régulière et comment on peut faire pour se qualifier pour les playoffs. Ok, pas de souci. Eh bien, c'est pas compliqué. Il y a une saison régulière qui commence le 11 octobre et qui terminera le 29 mars, où tu as 20 équipes qui sont divisées en deux groupes. Donc, chaque équipe va jouer 18 matchs dans cette phase de poule, et les 8 meilleures équipes accéderont aux playoffs. Les playoffs, par contre, c'est un peu différent. L'année dernière, il y en a qui se sont fait surprendre. Coucou aux partisans. Les 8 meilleures équipes auront l'avantage du terrain, que ce soit pour les huitièmes, quarts de finale et demi-finale, et même finale, en fonction de leur classement. Ces playoffs, ce sera pas compliqué, c'est tu gagnes, tu restes. Si tu perds, tu rentres à la maison. Ils commenceront le 12 avril et termineront le 3 mai. Et ce sera, comme je l'ai expliqué, un format en un seul match. Ça change un peu des séries qu'on peut avoir en Euroleague ou en NBA. Et du coup, l'équipe qui gagne la finale sera qualifiée automatiquement pour l'Euroleague de la saison d'après. Bon, vous l'aurez compris, c'est une grosse saison régulière avec beaucoup de matchs. Et après, quand ce sera les matchs qui comptent, les matchs de playoff, ce sera, il faudra être bon à tous les matchs pour pouvoir prétendre aller le plus loin possible dans la compétition. Et pour nos éditeurs qui se demandent un petit peu, mais comment le Paris Basketball fait pour se retrouver dans cette compétition alors qu'ils ont terminé dans les toutes dernières places du championnat l'an dernier? Est-ce que tu peux un peu expliquer le mode de qualification pour cette compétition? Alors, il y a les équipes automatiquement qualifiées par leur classement, les équipes françaises par exemple, comme les équipes françaises ou les équipes des autres championnats européens qui sont directement qualifiées. Et il y a aussi un système d'invitation, Corentin. Ouais, c'est exactement ça. En fait, faut comprendre, si on prend un peu de hauteur, qu'il y a un peu une guerre rangée entre la Fédération internationale de basket et son émanation européenne, FIBA Europe, qui a ses compétitions, Basketball Champions League et FIBA Europe Cup, où, simplement, voilà, en fonction de ton classement, tu es, invité à la compétition. Comme en football, rien qui change. Par contre, pour, l'autre C1 et C2, Euroleague, Eurocup, là, on est sur un format privé. C'est ECA, qui est un groupe détenu majoritairement par certains clubs européens. Alors vous pouvez chercher, hein, il y a le Real, Barça, Olympiakos, etc.
Et pour l'Eurocup, il s'agit tout simplement d'être invité. Donc généralement, c'est au classement, c'est les équipes qui terminent souvent troisième, quatrième, cinquième en Eurocup, puisque les autres sont souvent en Euroleague. Et par contre, il peut arriver que la compétition, vu que c'est une ligue semi-fermée, elle décide de se dire bon ben on va inviter des clubs qui ont du potentiel. Et c'est le cas que Paris, étant donné la situation, la jeunesse du club et la dynamique. Voilà, vous l'aurez compris. On a un peu dépoussiéré l'Eurocup. Vous en savez un peu plus et on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec Paris, du coup, qui figure dans le groupe B de l'Eurocup. Vous l'aurez compris, il y a deux groupes, le groupe A, le groupe B. Et dans ce groupe B, on a choisi du coup 5 équipes qui nous paraissent les plus intéressantes, sur lesquelles approfondir. Et on va commencer peut-être avec l'équipe qui, en tout cas, moi, quand je regarde de très loin ce groupe, de ce que je peux en connaître, l'équipe qui a l'air la plus expérimentée, Grande Canaria. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation, Corentin? Je valide. Je valide ce que tu dis, effectivement. Ouais, c'est une des équipes les plus expérimentées du groupe. Alors, l'année dernière, ils ont fait quart de finaliste de la compétition. Cette année, concrètement, je les vois dans les favoris pour le titre, hein. Tu parlais d'expérience. Je sais pas si tu as un peu jeté un coup d'œil aux joueurs, mais il y a de l'expérience dans cette équipe, hein. Moi, de ce que je connais, forcément, Andrew Albici, qui était à l'Euro de basket Mhm. avec l'équipe de France, Damien Inglis, qui a joué un petit peu en NBA, qui a joué aussi dans le championnat de France. J'ai vu un petit AJ Slaughter, qui est passé par là, qui est aussi très connu dans le championnat de France, qui a joué au début des années 2010 et aussi à la fin des années 2010. Et il y avait également, de ce que je connaissais dans les noms, Khalifa Diop, je ne sais plus s'il a été drafté ou pas, mais il s'était présenté à la draft 2022. Mhm. Il était un petit peu dans les concurrents, on va dire, d'Ismaël Kamagaté, dans ce genre de profil intérieur un peu rim runner. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment joue cette équipe? On se dit équipe espagnole, ça joue certainement un basket assez rapide et assez léché aussi. Alors oui, basket assez léché, je vous le confirme, puisque le nouveau coach qui vient d'arriver, c'est Jaka Lakovic, ancienne légende du basket européen, qui a notamment gagné l'Euroleague 2010 avec le Barça. Il a été également coach à Ulm, c'était le coach de Kylian Hayes quand il a joué là-bas. Alors c'est un coach qui pratique un basket très léché, moi j'aime énormément. Ça court, ça shoot, mais ça défend fort aussi. C'est un roster qui est très équilibré, on parlait d'expérience, tu as cité des joueurs très intéressants, mais en plus de ça, on a des gars qu'on connaît bien. On a Victor Benite, qui est le meneur du Brésil, qui est un joueur avec une classe incroyable, double gagnant de la Basketball Champions League avec Burgos. On a Ferran Bassas, qui est un Espagnol, voilà, qui est très connu de ce circuit-là, bon joueur Eurocup. On a Nicolas Brusino, qui est le poste 4 de l'équipe d'Argentine, qui est un joueur qui est à peu près à mon âge, donc on va dire, voilà, il est dans son prime où il va y arriver, et qui est un poste 4 qui défend bien, qui sait s'écarter pour shooter. Et enfin, on a John Turna, qui est un ancien de Strasbourg, donc routier expérimenté avec un vrai shoot. On parlait du coach, c'est un coach légendaire, créatif et surtout qui fait confiance aux jeunes. Il y a énormément de jeunesse dans cette équipe puisque, en plus de l'expérience, on compte des mecs qui sont pas mal illustrés ces derniers temps. Tu parlais de Khalifa Diop, c'est un très bon exemple. Il a été drafté, mais il a préféré rester en Espagne. Joueur très intéressant par la dimension athlétique, rim runner, qui saute haut. Voilà, pour les petites claquettes et les alley-oops, c'est pas mal intéressant. On a également Jovan Klasnic. Alors lui, je vous enjoins à aller regarder ce qu'il va faire. Mais surtout, enfin, on a Aleksander Balcerowski, qui était le pivot de la Pologne cet été à l'Eurobasket et qui s'est particulièrement bien illustré. Donc voilà, c'est une équipe qui va jouer les premiers rôles et qui va nous régaler. N'hésitez pas à aller les voir jouer à Carpentier, ça va être très intéressant. On sait que le Paris Basketball est assez permissif là, en tout cas sur le début de saison. On enregistre 2 matchs après le début de la saison de Betclic Elite, pour être honnête avec vous les auditeurs. Est-ce que on a vu que par exemple le backcourt de Paris était très permissif, le secteur intérieur était peut-être un peu léger. Est-ce que justement c'est une équipe qui va plus s'appuyer sur son secteur extérieur, intérieur, un petit peu des deux? Alors c'est une équipe déjà qui va très bien scouter Paris.
À l'intérieur, c'est une bonne raquette. C'est pas non plus une raquette lourde comme on verra après. Donc ils vont jouer énormément sur la transition et ça shoot pas mal. Quand dans ton équipe, tu as des mecs comme AJ Slaughter, Victor Benité et Nicolas Broussino, oh, j'ai même pas parlé de John Turner. T'as du shoot, donc ça va surtout artiller, notamment sur les arrières parisiens, puisque voilà, Benité, Bassas savent énormément créer pour les autres. Donc après le pick and roll, tu vas avoir des pocket pass, tu vas avoir des ouvertures à 45 et ça va pas mal artiller. Je suis très intéressé de voir ce que va proposer Will Weaver contre eux, puisque c'est une équipe va être très dure à jouer, de par les individualités, mais aussi le collectif qui va être créé. Mais c'est surtout qu'avec de la jeunesse, ça va être intéressant de voir si nos petits gamins parisiens peuvent prendre le dessus sur des Benité, des Bassas, qui ont quelques matchs, c'est le cas de le dire, en Basketball Champions League ou en Eurocup dans les jambes. Surtout que l'effectif de Paris, il y a énormément de joueurs qui vont découvrir l'Europe, à part Kyle Hanman, qui avait joué avec le VEF Riga. Sinon, ouais, tous les joueurs parisiens découvrent Et Axel découvrent Toupane. ce niveau de la compétition. Et Axel Toupane, est vrai, je l'ai oublié. Tu fais bien de le rappeler. On va désormais en Israël avec l'Hapoel Tel Aviv. Est-ce que les Israéliens ont l'un des meilleurs secteurs intérieurs de la compétition? En tout cas, moi, quand j'ai regardé le roster, il y a des beaux noms. Tomer Djinat, qui a joué à Levallois, Chris Horton, qui a joué à Nanterre, à Cholet, et également Jalen Howard, qui était en NBA il y a pas si longtemps que ça et qui a été signé récemment par le club israélien. Eh bien, honnêtement, je suis très content que tu aies marqué ça parce que c'est un club que j'aime beaucoup et c'est vrai, ils ont une raquette super intéressante. Tomer Guinat, poste 5 solide, costaud au sol, mais de l'autre côté, tu as Chris Horton qui a on va dire, il est très athlétique et en plus de ça, il joue énormément la transition. Jalen Horde, c'est pareil, donc tu peux jouer la rapidité, la transition, comme tu peux jouer le demi-terrain dur au sol. Donc ça offre énormément de possibilités. Par contre, voilà, c'est la première année en Eurocup, et même s'ils ont des joueurs qui ont connu ce niveau de compétition, on parlait de Ginat notamment, derrière, tu as quand même des joueurs bien solides. Alors, il y a des noms qui vont te parler, à mon avis. Il y a Jordan McRae, qui est un ancien joueur de NBA, et qui était l'année dernière au Mets de Levallois. Donc il y a quelques matchs d'Eurocup dans les pattes et qui est aussi un solide joueur. On a Tokoto qui l'année dernière valait 14 points, 7 rebonds et 3 passes D. C'est un joueur super intéressant à regarder. Donc Chris Horton qui est très versatile va être également accompagné de Jacovan Brown qui lui est rapide, adroit et il est capable de grosses crises au shoot. Il est capable de mettre dedans comme un petit cochon. Par contre, il peut dévisser. Donc c'est une équipe qui va profiter d'une grosse assise intérieure. Par contre, sur les postes extérieurs, ça peut artiller, mais parfois quand ça voit pas le panier comme il faut, quand il le voit comme une bassine et que ça rentre pas, eh bien ça va être l'occasion pour Paris de tenter quelque chose. Donc c'est une équipe très intéressante également. Ok, c'est une équipe beaucoup plus instable de ce que je comprends que par exemple Grande Canaria dont on parlait juste avant, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. On va passer désormais, on va en Turquie, à Ankara, Kür Telecom. Là aussi, alors, c'était une arrivée, une première année en Eurocup pour Tel Aviv. Là, c'était un retour. Est-ce que c'est l'épouvantail de ce groupe B et plus globalement, j'ai envie de dire, de la compétition, un peu comme Grande Canaria, est-ce que tu en fais l'une des équipes grandes favorites de l'Eurocup? Effectivement, alors l'expression épouvantail, elle est très bien. Enfin, je trouve que pour désigner ce club, cette équipe, elle est parfaitement adaptée. Et je vais m'expliquer. C'est un club qui a eu quelques années d'absence et sont revenus en Eurocup, mais c'est une équipe individuellement dominée par des forts joueurs américains référencés qu'ils veulent relancer ou lancer. Dans leur rang sont passés récemment Tyler Ennis, on a eu Sylvain Landersberg, énorme scoreur. Ces dernières années, il y a eu Octavius Ellis, Kyle Wilger, Johnny O'Brien Free, et il y a eu aussi Sam Decker. Donc tu as énormément de mecs, tu vois, qui étaient là pour performer, mettre des points, notamment sur des postes 2, 3, 4. Et c'est très intéressant de savoir où ils vont cette année. Cette année, voilà, il y a un nouveau coach. C'était l'ancien assistant au Fener d'Obradovic, qui est Erdem Can. Et derrière, le recrutement est pas mal pertinent. On a des joueurs qui peuvent prendre des énormes crises, dont le français Axel Bouteille, qui peut mettre dedans, énorme force de caractère. Il est capable de se mettre des pelés défensifs sur certaines actions.
On a Semi Erden qui est un pivot référencé, hein, un ancien pivot du Galatasaray si je ne m'abuse. Donc voilà, au sol, qui a l'habitude des joutes européennes, qui peut sortir deux trois petites passes de temps en temps, petit shoot mid-range. On a Jerian Grant, alors attention à lui, hein. On connaît la famille, hein, les frères Grant, ça joue fort, ça joue énormément la transition, c'est athlétique et surtout c'est des vrais chiens en défense. Et enfin, on a un petit meneur, alors que je dis petit, il est plus grand que moi, c'est Alex Perez, qui est un meneur très intelligent, capable de créer pour les autres, créer pour après sur pick and roll, créer le décalage, envoyer une petite poke and pass, jouer le pick assez bien. Voilà, un vieux routier des joutes européennes. Donc pour résumer, c'est une équipe qui est très intéressante, qui peut aller très loin dans la compète, qui a la capacité à créer un fond de jeu intéressant et même supérieur aux années précédentes. Parce que là, ils ont une équipe qui est à un plancher, je pense, supérieur aux années précédentes et un plafond un peu plus bas. Mais attention tout de même. Le seul bémol pour eux, c'est peut-être qu'ils ont fait énormément de changements dans l'effectif. Je crois qu'ils ont gardé un seul joueur de la saison dernière, il me semble, plus le changement de Ouais. coach. Et c'est un peu alors là, je fais une aparté, mais c'est un peu une récurrente dans les équipes. Il y a énormément de nouveaux coachs qui arrivent. Mais en tout cas pour Ankara, est-ce que tu penses que la mayonnaise peut avoir un petit peu peut-être de mal à prendre au début, en tout cas comme un petit peu Paris là sur son début de championnat national? Écoute, tout va être, je pense, bousculé au début, puisque, il faudra voir les premiers matchs, d'Ankara, en Ligue turque, voir comment ils vont s'adapter à ce qui est proposé en face, notamment en défense, hein. Au début de l'année, c'est les défenses qui prennent le plus cher parce que, bah, il y a pas d'ajustement. Alors qu'en attaque, tu peux t'en sortir sur du Hero Ball, hein, d'Axel Bouteille qui est capable de grosses crises ou Jerian Grant. Donc effectivement, il faut que la mayonnaise prenne. Et au début, ils pourront mettre d'énormes valises comme en prendre aussi. Donc attention à cette équipe. Je pense qu'elle va être capable du meilleur comme du pire. Mais malgré tout, le meilleur, ça peut être aller jusqu'en demi, voire en finale de la compète, hein. C'est un club à suivre, vraiment. Et on revient sur une équipe qui est un petit peu habituée à ces joutes européennes, c'est Prometheas Patras, qui a l'air, en tout cas de ce que je vois, qui a un petit peu tous les ingrédients, un peu à la manière de Grande Canaria, tous les ingrédients pour jouer le titre, avec notamment le retour d'un coach emblématique qui est là depuis 2013, qui a fait un an, on va dire, de pause la saison dernière. Mais Corentin, est-ce que c'est l'année de Patras? Alors, je l'aimerais bien, je le souhaite. J'aime énormément les clubs grecs et tout particulièrement celui-ci. Alors, Makis Giatras, c'est une demi-finale de championnat de Grèce avec Patras, une finale de championnat et une finale de coupe. Donc, c'est un club qui, ces dernières années, a pris beaucoup d'importance, notamment avec la rétrogradation d'Olympiakos en deuxième division, avec le fait aussi que voilà, le dirigeant du club a investi énormément d'argent et que le club a eu dans ses mains des joueurs jeunes, intéressants et un bon scouting de joueurs soit qui voulaient se relancer de NBA, soit de joueurs européens bien qualifiés. Malgré tout, l'année dernière, ils ont été derniers de leur groupe. Et lorsque je vois l'effectif, il est quand même moins bon. Je m'explique. Tu vas avoir des vieux routiers, notamment des Grecs, qui vont t'assurer un niveau plancher intéressant, des Nikos Gikas ou Mouratos, qui sont des joueurs expérimentés. Mais le club a bien réduit la voilure, et je vais vous faire un petit florilège des joueurs qui sont dans cette équipe. Il n'y a pas de tête d'affiche, il n'y a pas de gros joueurs qui peuvent apporter, comme il y a pu avoir les années passées, avec Grant notamment, avec notre copain de l'ancien joueur de l'Olympiakos, son nom m'échappe, voilà, Agravanis, Dimitrios Agravanis, mais tu as des joueurs comme Arnoldas Kubotka, qui est de 98, c'est un joueur lituanien qui était vu pour beaucoup comme un des futurs grands du basket lituanien. Il avait été drafté en 2018 et malheureusement, il n'a pas rejoint la NBA. Mais c'est un joueur très intéressant dans la mesure où il fait 2,6 m, il peut jouer 3, 4, voire peut-être même 5 en small ball, et qui a un bon shoot fiable et qui est un joueur intéressant. Donc ça va lui tenir à cœur de se relancer dans cette compétition pour pouvoir, on va dire, attraper une équipe Euroleague l'année prochaine. Donc attention à ce joueur, et ça va être très intéressant de voir comment il va jouer à Paris face à des intérieurs qui sont beaucoup plus physiques que lui. Même si voilà, c'est déjà un beau bébé, malgré tout, c'est pas un joueur qui est réputé pour son physique.
Ensuite, tu vas avoir Travis Simpson qui valait 10 points de moyenne et qui était un bon shooter l'année dernière, mais rien de foufou. Par contre, ils ont fait une belle recrue. Une belle recrue qui vient d'un club qui me tient à cœur, l'Aris Thessalonique, qui est Anthony Cowan Jr., qui était le plus gros scoreur du championnat grec. Et quand tu mets énormément de tirs dans le championnat grec, quand tu es américain, tout de suite tu vas dans une équipe qui est un peu plus cotée. Et je peux vous dire que mettre des points dans le championnat grec, c'est pas facile. Parce que c'est souvent le grillage sur les postes 1-2 et n'en parlons pas sur les postes intérieurs. Ça va être intéressant de le voir. Il a fait son cursus complet à Maryland. C'est un joueur qui a un shoot. Alors, c'est pas un énorme shooter. Par contre, il crée très bien pour lui et pour les autres. Donc voilà, Anthony Cowan Jr., regardez-le bien. Enfin, petit clin d'œil aux fans de basket français, du basket français historique. Dans leur rang, il y aura également Joe Young, qui est le fils de Michael Young, celui qui a gagné l'Euroleague avec Limoges, qui a marqué 51 pions en Chine l'année dernière. Donc attention, il peut prendre des crises aussi. Donc cette équipe de Patras, on pourrait la résumer avec un seuil plancher intéressant qui est fourni par des Européens, notamment des Grecs. Par contre, le plafond sera peut-être bloqué par des Ricains qui seront peut-être un peu justes au début de la compétition ou à la fin, quand ils verront d'autres contrats qui leur seront tendus en cours de saison pour des clubs l'année prochaine. Et moi, quand on me dit club de basket grec, je pense souvent à grosse ambiance. Est-ce que c'est le cas? Et plus globalement, est-ce qu'il y a dans ce groupe B là, voilà, tant que je pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des salles où il ne fait pas bon s'y déplacer? Oh oui, il y en a quelques-unes. Alors le Prometheas Patras, c'est pas un club qui est reconnu pour être une énorme salle, on va dire. Ils jouent dans une salle qui est pas énorme, hein. Je crois que leur arena, elle fait 4000 places, pas plus. Par contre, leurs supporters commencent à grossir d'année en année. Il y a une grosse culture, on va dire, basket à Patras. Il y avait 2 clubs dans cette ville. Donc voilà, ça peut être très très chaud pour les équipes visiteuses. Après, c'est pas l'Olympiakos ou le Pana par contre. Mais il y a d'autres salles qui sont très très chaudes. Le Buduknosh Podgorica, on en parlera ensuite, c'est une salle très très chaude. Voilà, c'est la capitale du Monténégro, pays de basket. Donc attention quand on va y aller. Il y a également Ankara qui peut se révéler très compliqué. L'Hapoel Tel Aviv, c'est une salle magique. J'adore cette salle parce qu'en plus de ça, quand il y a des derbies contre le Maccabi, voilà, c'est historique. Allez voir la rivalité entre les deux, c'est très intéressant. Il y a des tifos magnifiques, donc il fait très très chaud dans cette salle. Grand K, c'est plus la ferveur populaire. C'est pas non plus une grosse ambiance où ça chante, etc. Mais c'est déjà pas mal parce que la salle est souvent pleine et il y a pas mal de gens. Et puis, je terminerai sur une salle où il faut faire attention, c'est Trento en Italie. C'est une vraie ville de basket et par contre à Trento, les soirs de coupe d'Europe, ça peut être bien blindé et puis ça peut hurler dans les tribunes. Bon bah voilà, j'ai bien fait d'introduire cette question parce que bah tu l'as cité en premier comme équipe, Podgorica. Mais c'est peut-être une question c'est certainement une question qu'on se posera pour le Paris Basketball. Est-ce qu'ils ont un effectif suffisant pour bien figurer en ABA et également en Eurocup du coup? Ouais, c'est une bonne question. Si tu veux, ils vont jouer 3 championnats. Alors la Ligue monténégrine, ça peut aller parce qu'il y a pas énormément de concurrence. Par contre, la Ligue adriatique, la ABA et l'Eurocup, ça va être, assez compliqué. C'est une équipe, rappelons-le, qui, il y a quelques années, avait joué, l'Euroleague suite à leur victoire face à l'Étoile rouge de Belgrade en Ligue adriatique. Puisqu'il y a on va dire, un ticket qui est donné aux gagnants de la Ligue adriatique pour aller jouer en Euroleague. Depuis, eh bien, le club n'a pas réussi à atteindre une nouvelle fois l'Euroleague et ils ont perdu à chaque fois en finale ou en demi-finale de la Ligue adriatique. Et le roster ces dernières années, je trouve, a perdu en qualité. Malgré tout, attention. C'est un club qui scoute très bien ses recrues, qui scoute très bien les équipes adverses, donc il s'adapte énormément. Et on a une salle avec de l'ambiance, on a des joueurs en hitch, donc déjà ça shoot et c'est dur au mal. Et puis surtout, ils ont fait des belles recrues. Je veux m'expliquer très rapidement. On a une belle recrue, c'est Trey Bell Haynes, qui sort d'une excellente saison à Lugo Breogan, qui est un de mes clubs de cœur d'ailleurs. C'est un meneur de jeu assez bon défenseur, shooter correct, très mauvais passeur par contre, mais attention à ce joueur. Il est fiable.
C'est un meneur de jeu très intéressant et assez long. On a également Alpha Kaba, notre petit français, joueur référencé en Europe, qui viendra apporter son expérience sur le poste 4-5 à Podgorica. Donc en plus, il avait déjà joué dans la Ligue Adriatique avec le Megalex, donc il connaît le championnat et il va leur apporter un niveau plancher très intéressant. On a également aperçu cet été avec l'équipe de Bosnie Edin Atic, assez bon rebondeur et shooter correct le bosnien. Il va apporter énormément de qualité et un très bon niveau plancher à cette équipe. On a également Cameron Reynolds, qu'on a vu l'année dernière à Trento, qui est un gros shooter-scorer, capable de grosses crises, mais surtout assez régulier. Donc lui, il va apporter sa 10-15 de points par match, et ça va être très intéressant de voir ce que Weaver va proposer en défense sur lui. Et on a également des joueurs qui viennent de l'Euroleague, comme c'est le cas d'Aaron Wright, qui joue sur le poste 4, qui est un ailier assez, je dirais, slasher, qui joue en Euroleague l'année passée à l'Étoile Rouge de Belgrade, passé par le Žalgiris Kaunas, passé par le Pana. Donc là, tu laisses tout de suite ton niveau plancher. Et en plus de ça, tu as un autre gars qui est Marko Jagodic-Kurica, alors que j'aime pas beaucoup, mais par contre, il est assez efficace. Il est référencé en Euroleague, il jouait à l'Étoile Rouge de Belgrade la saison dernière, il a joué l'Euro avec la Serbie. Attention à ce joueur-là parce que quelque part, si tu veux, c'est un poste 5 qui va t'apporter de la qualité. Alors il sait tout bien faire, il n'est pas excellent dans un domaine précis, par contre il va t'apporter du rebond, il va t'apporter de la lecture de jeu et c'est très intéressant pour ce genre d'équipe. Il est important aussi de mentionner Phil Booth qui a fait un cursus complet à Villanova, qui est un gros shooter-scorer qu'on a vu l'année dernière en Basketball Champions League. Donc tu vois, c'est une équipe avec un gros niveau plancher et qui peut, si le liant prend bien, avoir un plafond très intéressant. En plus de ça, c'était important pour moi de mentionner le coach qui est Vlada Jovanovic, qui a été formé aux Partisans, qui a été head coach de Krasnodar pendant 2 saisons si je ne me trompe pas, et qui a été coach également au Mega Belgrade, qui est un club connu pour prendre des jeunes et les faire monter, les faire drafter. Alors on peut parler de Nikola Jokic, mais il y en a tant d'autres, dont Alpha Kaba notamment. Donc voilà, cette équipe de Podgorica, attention à elle, c'est une des grosses équipes de cette compétition, elle est bien dans le top 5, top 6 des équipes. Voilà, vous l'aurez compris, on a choisi dans les 5 équipes sur lesquelles on a fait un zoom un petit peu plus particulier, 5 équipes qui, voilà, devraient jouer le haut tableau de ce groupe B. Il y a 4 autres équipes. On va peut-être pas tout en parler, mais est-ce qu'il y en a une dont t'aimerais bien, une ou deux, que t'aimerais bien dire quelques mots parce qu'elles sont intéressantes ou parce que ce sera potentiellement dur de gagner là-bas? Eh bien écoute, l'année dernière on a vu Trento qui a fini avant-dernier de son groupe. Cette année ils reviennent avec un roster plus musclé, avec Matteo Spagnolo qui est un très jeune joueur, très intéressant, qui a été formé au Real Madrid. Et derrière ils ont des joueurs, si tu veux, pour avoir un niveau moyen très intéressant. Atkins, Lockett, Flacadori qui a une expérience Euroleague. Donc attention à cette équipe, elle est capable du meilleur comme du pire. Et puis de l'autre côté, alors Londres, inutile de mentionner que voilà, ça va être intéressant de les voir pour eux, parce que on connaît pas trop le niveau de cette équipe. Mais attention, Aaron Best, Ovisoko, qu'on a vu au Mans, Sam Decker, gros joueur, ex-NBA, Wojtek Urban, qui est un joueur très intéressant de République tchèque, qui est un gros prospect, c'est une équipe qui va apporter énormément d'intensité physique et de jeu de transition. Donc ça va être très intéressant de voir contre Paris, qui a à peu près le même jeu, ce qu'ils vont proposer. Et enfin, je vais parler vite fait de Wrocław, qui est une équipe qui est la plus faible sur le papier. Par contre, 2 gros postes 5 avec Connor Morgan et Artem Parakowski. Donc attention à l'impact physique et surtout au déplacement. Ouais, on sait que les déplacements dans les pays de l'Est sont toujours compliqués, même quand les équipes adverses n'ont pas, comme tu le dis sur le papier, de gros noms. Souvent, il y a un petit peu une certaine culture basket, une culture du jeu qui fait que ils arrivent quand même à s'en sortir. Voilà, je pense clair. qu'on a bien dégrossi un peu le portrait de ces équipes. On apprendra à les découvrir forcément au cours de la saison et au fil des matchs. Et maintenant, on va peut-être rentrer dans la partie qui intéresse le plus nos auditeurs. Comment toi, est-ce que Corentin, tu situes cette équipe de Paris dans ce groupe? Est-ce que déjà peut-être tu as pu voir, tu étais au Paris European Games, Ouais. peut-être que tu as vu quelques matchs du début de saison. Comment toi, tu situerais Paris dans ce groupe? Ça,
dans une perspective également de se qualifier pour les playoffs, sachant que la qualification pour les playoffs est relativement, est relativement accessible, même si voilà, on l'a dit, il y a beaucoup d'équipes qui ont de très beaux rosters. Eh bien, écoute, c'est super intéressant, puisque bien sûr on est là pour parler de Paris. Il y a beaucoup de choses à dire de cette équipe. Moi, je la vois typiquement entre la 7 et la neuvième place. Alors oui, c'est pas beaucoup, mais je vais vous m'expliquer. On a des équipes qui peuvent être très compliquées en déplacement. Alors là, pour l'instant, je vais me focaliser sur les autres équipes et je vais en revenir à Paris, puisque j'ai vu leurs 2 premiers matchs de cette saison et je les ai vus au Paris European Games. Donc on a des équipes qui en déplacement peuvent être très compliquées. Granca c'est très loin. On peut avoir également Ankara avec des salles chaudes comme l'Hapoel Tel Aviv ou Trento. Donc ça va être dur d'aller gagner dans ces équipes-là. Je vois très clairement Gran Canaria, Podgorica et mettons-en une troisième. Allez, on va dire Prometheas. Ces trois équipes-là vont déjà truster les 3 premières places. Derrière, on a des équipes moyennes qui vont, je pense, aller combler cet écart entre Paris et eux. Et derrière, dans les derniers, ça va être intéressant de voir où va se situer Londres, Vorklo et Hambourg. Je pense que ces 3 équipes-là vont être en compétition directe avec Paris pour la 6, 7e, 8e place. Pour en revenir à Paris, un roster très intéressant qui va vouloir jouer vite. Et si la mayonnaise prend, ils peuvent en surprendre beaucoup en ce début de saison. Malheureusement, manque d'expérience latent de cette équipe, puisque comme on le disait, hein, il y a 2 joueurs avec une expérience des Coupes d'Europe, et ça c'est très important, puisque voilà, il y a des règles qui diffèrent, il y a également un rythme de jeu. Souvent, voilà, à l'époque, c'était plus des postes 5 dominants sur ce type de compétition, et autour, voilà, tu mettais un ou deux ricains pour faire tourner la balle. Là, la compétition a bien évolué. Ça va être intéressant de voir je dirais le scouting de Will Weaver sur les autres équipes et de comment ils vont pouvoir axer leur défense pour en début de match mettre des grosses pressions et ensuite dérouler en transition. Au fur et à mesure de la saison, ça va être plus compliqué, mais je place énormément d'espoir en des mecs comme Axel Toupane, des Energizers comme Juan Bégarin et surtout Ismaël Kamagaté, de voir comment ils vont s'adapter. Et puis derrière, des Amir Sims pardon, et des Tyrone Wallace, j'adorerais les voir dans des rôles de destructeurs des autres ricains des équipes sur des postes auxquels ils sont. Donc typiquement, voilà, Paris, ce serait génial d'avoir la 7e ou 8e place. Alors oui, après en playoff, c'est plus compliqué, mais par contre, ce serait un excellent résultat déjà de se qualifier pour les playoffs. Justement, tu commençais à le mentionner, mais quelles sont les différences que va rencontrer Paris par rapport au championnat de France? Quel est en gros le style de jeu, on va dire moyen, des équipes d'Eurocup? Ça joue, tu le mentionnais, avant ça jouait peut-être avec un pivot, un fort pivot entouré d'Américains. Comment est-ce que là en 2022 ça joue un petit peu, sachant que voilà les équipes c'est assez cosmopolite, il y en a, enfin équipe espagnole, équipe des pays de l'Est, équipe plus des Balkans. Mais est-ce qu'il y a un petit peu un style de jeu, on va dire, caractéristique de l'Eurocup? Alors, tu vas avoir en Eurocup déjà, moi j'ai ciblé 5 différences avec la France, hein. Alors bien sûr, je suis pas Dieu le Père, je peux me tromper, mais la première chose c'est le fond de jeu. Tu vas avoir des équipes avec un fond de jeu énorme qui vont s'attacher à appliquer des systèmes très élaborés. Alors moins peut-être qu'en Euroleague, mais déjà très élaboré. Deuxième chose, c'est le jeu de transition. Tu vas avoir un jeu de transition qui va être beaucoup plus structuré qu'en France et efficace. Peut-être moins athlétique, mais très efficace. La troisième chose, c'est la différence de l'intensité physique. En France, on est un peu la NBA d'Europe, c'est-à-dire que athlétiquement, intrinsèquement, on a beaucoup plus d'athlètes que dans ces compétitions. Par contre, ce n'est pas parce que les gars sont moins physiques qu'ils, pour autant, ils ont moins, je dirais, d'avantages, puisqu'ils connaissent, quatrième chose, l'arbitrage, donc il y a l'expérience de cet arbitrage Eurocup qui est différent sur beaucoup de détails. Et enfin, qui est pour moi le point le plus important, c'est un meilleur scouting. Tu vas avoir des équipes qui commencent à avoir des joueurs de rôle.
des gros shooters expérimentés, des stoppers défensifs, un peu ce qu'on peut avoir en Euroleague. Et puis surtout, ils font descendre d'Euroleague pour essayer de monter dans la compétition suprême l'année prochaine, des gars comme Aaron White, des mecs comme ça référencés en Euroleague pour essayer de monter. Et sur le scouting, ça va énormément aider parce que c'est des gars qui sont quand même dominants ou pour le moins ils ont des facilités dans le jeu. Donc ça va être très compliqué pour Paris d'essayer de mettre en place des choses pour stopper des équipes qui ont l'habitude de la facilité de regarder des matchs, de connaître telle ou telle équipe, de scouter des joueurs qu'ils ont déjà vus. Donc voilà, c'est ces 5 différences-là. Malgré tout, il faut pas, je dirais, sous-estimer les Parisiens, ils sont pleins de ressources. Et est-ce que justement, j'en viens à la question qu'on a déjà eue pour d'autres équipes, par exemple Podgorica. Est-ce que tu penses que, et je la pose en partant, parce que j'y émets un avis négatif personnellement. Est-ce que tu penses que le Paris Basketball a l'effectif pour rivaliser à la fois en Eurocup, en Betclic Elite? Tu le dis déjà, une qualification pour les playoffs, ça serait beau. Mais personnellement, au vu de ce qu'on a, rien qu'à la vue de l'effectif, et ça on le disait déjà en tout début de saison lors de notre preview, l'effectif, moi, me paraît très très court pour jouer 2 matchs par semaine, sachant déjà que Juan Bégarin est blessé pour tout le mois d'octobre et qu'il sera réévalué. Mais est-ce que tu penses que Paris a, là, avec l'effectif actuel, peut jouer 2 matchs par semaine et être compétitif à chaque fois? Alors, non. Non, non, ils n'ont pas l'effectif pour rivaliser à la fois en Eurocup et en Betclic Elite. Ça, c'est clair. Cependant, l'opportunité est trop belle et elle ne se refuse pas de jouer dans une grosse compétition européenne, de se montrer au niveau de l'Euroleague pour, pourquoi pas, dans les prochaines années, rejoindre cette Euroleague, puisque l'Euroleague, ce qui l'intéresse, c'est les marchés. Cependant, n'oublions pas un truc, puisque là, on se focalise que sur l'Eurocup. L'année dernière, Vorklo, dans le groupe A, s'est qualifié pour les playoffs avec seulement 3 victoires. Quand je regarde le groupe B, on a également une équipe du Ratio Farm Ulm qui a gagné 7 matchs. Alors le delta entre les deux groupes est quand même bien élevé. Simplement, il faut savoir que dans le groupe A l'année dernière, il était moins, je dirais, moins dense, moins dur que le groupe B. Et cette année, Paris est dans ce type de situation. C'est qu'on a un groupe qui est moins dense que l'autre groupe, et ça peut être très intéressant de se dire, ok, on peut se qualifier avec 4-5 victoires. C'est totalement possible. Alors bien sûr, l'année dernière, il y avait les clubs russes qui ont été exclus, notamment Krasnodar, mais on peut avoir une qualification de Paris avec 4 matchs gagnés. Maintenant, regardons les équipes qu'il y a dans le groupe. Ça me paraît tout à fait envisageable que Paris gagne ses 2 matchs contre Hambourg, ses 2 matchs contre Vorklo, ça fait déjà 4 matchs de gagnés, qu'elle puisse prendre un match à Londres, et puis un autre match à la Poel Tel Aviv, ça fait 6 victoires. Avec 6 victoires, tu peux accrocher la 6e, 7e, voire 8e place. Donc c'est très intéressant de se dire que Paris n'a pas les armes sur le papier, puisque manque d'expérience, nouveau coach. Par contre, c'est pas forcément mieux ailleurs, notamment sur, je dirais, la performance moyenne, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui peuvent faire du très bon comme du très mauvais, qui peuvent être donc instables, mais surtout, on a Paris qui peut jouer sur sa jeunesse et aller chercher des matchs à Carpentier en jouant sur cette fibre très parisienne, très française, du French flair, et ne pas lâcher des matchs. Une équipe jeune, une équipe qui court, une équipe qui peut défendre fort, ça peut impacter fortement des équipes comme Vorklo, comme Londres ou comme Ankara. Donc voilà, je suis, je dirais, optimiste parce que c'est mon caractère, mais surtout, 5-6 matchs, c'est pas la mer à boire. C'est très compliqué, attention, mais c'est pas la mer à boire. Et puis dès que les Parisiens commenceront à gagner 2-3 matchs, même sur le temps long, c'est-à-dire à moitié de la saison, ça commencera à naître dans leur esprit de se dire ah mais on peut atteindre les playoffs. Et une fois qu'on arrive en playoffs, on l'a très bien vu l'année dernière. Pour rappel, petite histoire, le Partizan Belgrade était vu comme le futur finaliste avec la Virtus Bologne. Il se retrouve battu au premier tour par une équipe de Bursaspor qui ira jusqu'en finale. Les exploits sont possibles et restons positifs parce qu'après, en playoff, il suffit de gagner un seul match. Et voilà,
après un début de saison morose, voilà, Corentin qui vous apporte de l'espoir, qui apporte de l'espoir aux supporters parisiens, c'est beau. C'est pour ça qu'on t'a pris, à la fois pour ta connaissance du basket et pour du basket européen et pour ton optimisme. Voilà. Et ben écoutez, c'est sur ça qu'on va terminer cet épisode preview. Pardon, on peut faire un petit point sur le calendrier qu'attend le Paris Basketball sur ses premiers matchs d'Eurocup. Alors le calendrier, alors comme en Betclic Elite, il est franchement pas évident au vu de ce que tu viens de nous raconter. Déplacement à Ankara, réception de l'Hapoel Tel Aviv et déplacement à Trento pour le mois d'octobre. C'est plutôt costaud, sachant qu'après alors je déborde un petit peu, t'enchaîneras avec la réception de Grande Canaria et un déplacement à Podgorica. En gros, les 5 premiers matchs, tu te tapes les 5 favoris du groupe. Ouais, mais après, quelque part, tu vois, c'est clair que les premiers matchs vont être durs, mais c'est que du positif derrière. Tu joues contre Hambourg, t'enchaînes avec Vorklo, Patras, et puis derrière Lyon. Donc c'est des matchs... Lyon, Londres, pardon, London Lions. C'est des matchs qui sont prenables. Donc voilà, ça va être des séries. Je pense que pour Paris, ça va être de maximiser les victoires sur ces temps compliqués, on va dire, de limiter la casse sur une réception de grands cas, les surprendre, ou sur la réception de la Poel Tel Aviv et surprendre, ou en ouverture de la compétition notamment. Donc, et derrière, eh ben, il suffira d'aller chercher ces matchs contre ces équipes réputées plus faibles, et puis on verra bien. Je pense que voilà, c'est à la fin qu'on comptera les victoires et défaites, et là où Paris aura fait, je dirais, le meilleur boulot, et je suis sûr, vous allez voir, qu'on aura des matchs perdus de moins de 10 points, des défaites de 4-5 points, des défaites de 8 points, mais il y a énormément de lancers francs en fin de match. Voilà. Et là, à ce niveau-là, ça va être de dire le groupe de Parisiens a grandi, a mieux vécu ensemble, et ça va être bénéfique, pourquoi pas, pour le championnat. Et c'est ainsi que se termine cette preview de l'Europe Cup. On vous rappelle, pardon, le principe de cette émission dédiée à cette compétition une fois par mois. On reviendra donc avec Corentin qui m'a accompagné sur les matchs du mois passé disputés par le Paris Basketball. En attendant, on vous invite comme toujours à nous suivre sur les réseaux sociaux @parisb-8 on air sur Twitter et Paris Basketball on air sur Instagram et Facebook. Et Corentin, tu as la conclusion pour nous dire où est-ce qu'on peut te suivre personnellement et également où est-ce qu'on peut suivre ton travail et celui de tes collègues sur Upset Media. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était un réel plaisir. Déjà pour vous remercier tous, j'ai apprécié énormément échanger avec vous, les fans du Paris Basket et surtout Paris Basket on Air. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et Twitter @upsetbasket, et puis moi personnellement je crois que c'est @Rodrigue Corentin sur Twitter. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est Basket Europe Tour. Je vous fais des bisous. Voilà, tout est dit. Merci Corentin. Et puis donc, du coup, on se dit à très vite pour débriefer les matchs du Paris Basketball en Eurocup. Bye bye.